on va continuer sur la question de la diffusion des données et de leur accessibilité. Et donc, c'est François Dussoulier qui va commencer avec l'infrastructure Recolnat. Merci. Merci pour l'invitation déjà. À vous présenter. Effectivement, on a entendu pas mal parler de Recolnat, donc le réseau national des collections naturalistes. Hier, ce matin, Cécile l'a cité, effectivement, Recolnat. Du coup, on m'a demandé de présenter un peu ce que c'était que cette infrastructure, sa trajectoire, et effectivement, en essayant de mettre en perspective les enjeux de la diffusion des données pour aller justement de données informatiques textuelles pures à des données qui contiennent des images 2D et aller demain vers l'intégration de 3D. Donc l'infrastructure de recherche hier, en abrégé Recolnat, effectivement c'est avant tout un certain nombre d'humains comme vous et moi qui travaillons ensemble dans un but commun de rendre accessibles des données et de les diffuser et de les mettre à disposition, de les rendre accessibles aux chercheurs en premier, mais également aux étudiants et à tout public en fait qui se connecterait sur le portail Recolnat, qui est en voie de livraison, qui est ancien si vous allez le voir aujourd'hui, qui sera demain beaucoup plus joli. Ces personnels sont répartis dans toutes les universités, les muséums territoriaux, également dans différents autres établissements de recherche. On peut penser à l'IRD, au CNRS, à l'INRAE par exemple, mais également dans la société civile privée, notamment certaines associations et sociétés d'érudition savantes qui conservent des collections qui peuvent intéresser la recherche. Donc le but c'est de produire, de rassembler, de donner accès à des collections naturalistes et à leurs données. Pourquoi c'est pas simplement les données, c'est qu'également Recolnat est l'outil politique qui permet de montrer entre guillemets l'importance des collections naturalistes dans tous les résultats de recherche. Donc ça veut dire qu'on n'accède pas qu'à des données virtuelles, on accède également et encore beaucoup à des collections physiques. Également, c'est quand on rassemble des humains et une chaîne de production ou d'agrégation de données, on essaye de créer un espace de concertation autour des collections naturalistes et autour des pratiques professionnelles qui sont liées aux collections naturalistes. Ça peut aller de la description à la numérisation, à l'informatisation, même à la conservation ou à l'archivage ou à des questions juridiques comme nous en a parlé Cécile ce matin. Et puis vis-à-vis du ministère de la Recherche, Recolnat, c'est également, donc, puisque parfois j'ai entendu, alors de moins en moins quand même, mais j'ai entendu des personnes parfois au Muséum national me dire, en fait, Recolnat c'est fini. Non, Recolnat c'est fini, effectivement, c'était un programme financé. Recolnat, l'infrastructure continue sa vie et elle est pilotée par le Muséum national avec tous les petits points de couleur que vous voyez sur la carte. Et effectivement, dès lors qu'on produit quelque chose, une informatisation, qu'on rend une information disponible et qui touche aux collections, ça permet effectivement à Recolnat de dire ça et de porter d'une voix unique et homogène, on va dire, le poids et l'importance des collections naturalistes dans la recherche vis-à-vis notamment de nos ministères, de nos tutelles, en France et en Europe. L'enjeu de la diffusion des données, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'il y a dans Recolnat comme type de données, quel est l'état de la complétude et de la qualité. Alors vous voyez que ce qui manque cruellement dans cette diapo, ce sont des chiffres. Ça viendra. Les données les plus présentes dans Recolnat, c'est d'abord des données descriptives standardisées, c'est-à-dire qui répondent notamment à des standards internationaux de la manière dont on peut décrire les choses, en respectant les ontologies qui permettent en fait de ne pas mélanger l'information. Comme on a pu le voir et comme on le voit dans nos bases de données, au muséum comme ailleurs, et donc de les standardiser de la meilleure façon possible, puisqu'effectivement, à un moment donné, on va échanger des données. Donc ce sont des données qui traitent de spécimens et d'échantillons qui forment les collections naturalistes. Elles mobilisent en fait tantôt uniquement des données textuelles qui viennent notamment de ce que j'ai appelé les archives compagnes, qui en général portent des données d'occurrence spatio-temporelle, qui a collecté où, quand, comment, etc. Ça peut aller plus ou moins dans le détail, ça peut être très simple comme cette étiquette d'herbier ici, ou ça peut être beaucoup plus complexe comme on l'a vu d'ailleurs ce matin sur certains objets des collections. Parfois il y a un catalogue, parfois il n'y a pas de catalogue. En tout cas, c'est de rendre disponibles ces données-là pour qu'elles soient requêtables, interrogeables et mobilisables dans tous les travaux de recherche. Évidemment, la complétude, elle est très inégale. Certaines notices de spécimens sont très complètes. Elles associent des images, des données textuelles. Certaines ne contiennent que des données textuelles, alors que d'autres ne contiennent que des données d'image. Quand je parle de données d'image, c'est des données d'image 2D à ce stade.
Notamment, ça vient du fait que les corpus sont composés de manière très inégale, parce qu'on a une multitude d'acteurs, et à la fois qu'on a deux modes de production de ces notices. C'est un mode de production un peu artisanal, alors j'ai appelé ça artisanal parce que ça met en valeur les humains qui les font au quotidien, versus ou à l'opposé d'une production industrielle, qui est notamment celle qu'on voit aujourd'hui dans École Plus sur la 3D, où on essaie d'industrialiser des processus, et à la fois c'est celle qui a eu lieu lors du programme e-Recolnat entre 2012 et 2020, au cours duquel effectivement il y a plus de 4,5 millions de notices qui ont été créées, notamment beaucoup d'herbiers. La qualité des données, pour moi, elle dépend de ce que j'appelle la couche haute de la donnée, c'est-à-dire tout ce qui est attributs intellectuels, redétermination, réattribution taxinomique par exemple, ou même fraîcheur du réexamen, parce qu'effectivement, on peut avoir des spécimens qu'on informatise avec des déterminations ou des choses qui ont changé depuis. Donc cette fraîcheur du réexamen, elle participe de la qualité de la donnée. Pour moi, il y a également le degré d'accrochage ou d'interconnexion qui peut exister avec des référentiels. Et puis et là on verse vers la notion de spécimen étendu, tout ce qui peut être d'autres types de réservoirs de données, notamment je pense en premier aux données moléculaires, aux données bibliographiques et autres. Donc ça, c'était une belle paire d'herbiers pour vous montrer que Recolnat, effectivement, c'est un petit peu, pour citer De Candolle, du foin des herbiers coule le lait de la science. C'est vraiment ça qui est un petit peu l'idée initiale de Recolnat. En termes de données, aujourd'hui, on a 10 812 000 spécimens qui viennent des domaines de la botanique, de la paléontologie et de la zoologie. Et sur ces spécimens-là, il y en a 9 313 573 qui sont accompagnés d'une ou de plusieurs images des spécimens en 2D. A priori, la plupart de ces images-là figurent des spécimens entiers. On peut avoir de temps en temps des points d'intérêt ou des zooms ou des macros d'une partie des objets. C'est quand même encore assez rare. Donc finalement, ça reste à la fois un corpus très important. On parle de plus de 10 millions de spécimens. D'autres bases patrimoniales, si je cite Joconde, par exemple, qui s'occupe des musées de France, ils sont à 630 000 notices, après un historique qui est bien plus long que le nôtre. Donc effectivement, on peut dire qu'on est assez satisfait de ce nombre. Pour autant, on a encore fort à faire, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Si on regarde la taxinomie, alors je sais qu'il y a des échantillons qui ne sont pas encore déterminés, mais si on regarde la taxinomie, on a donc des spécimens de plus de 720 000 taxons, donc c'est pas trop mal, et on réunit 80 fournisseurs de données, bien sûr le Muséum national étant le principal fournisseur de données, mais d'autres fournisseurs, je pense à certaines universités comme Montpellier ou Lyon, se défendent très bien, ou certains muséums territoriaux également. Quand j'ai parlé de complétude et de qualité tout à l'heure de manière un peu théorique, aujourd'hui effectivement j'ai pas la formule magique ni les chiffres pour vous donner le degré de complétude de chaque notice de Recolnat et de vous donner une statistique discrète là-dessus, ni même sur la qualité, puisque la qualité elle se discute en fait, on pourrait la mesurer sur différents niveaux. Par contre, je tenais à souligner, à partager avec vous le fait qu'au niveau international et notamment au sein de l'infrastructure DISCO et avec le GBIF, on s'est mis d'accord sur une norme qui s'appelle la norme des MIDS pour les informations minimales sur les spécimens numériques et qui permet de mesurer entre guillemets le degré de complétude des notices. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a, puisqu'on peut dire on a informatisé 15% de nos collections, c'est peut-être à peu près ça, non plus que ça, je ne sais plus, je regarde Christine. 17% de nos collections sont informatisées. Mais en fait, quand on regarde le degré d'informatisation, on voit que si ça fonctionne, voilà, ici, ça a quelques années, mais ça doit quand même pas être trop loin de ça. Ça, c'est les niveaux de MIDS des données informatisées de collection du Muséum national. Donc, ça veut dire qu'on peut sortir ça aussi sur chaque institution, que ça participe quelque part d'une certaine attractivité aussi de nos données vis-à-vis des chercheurs. On a envie effectivement que les chercheurs utilisent les données des collections et qui valorisent les collections de nos institutions. Donc effectivement, l'un doit renvoyer et doit motiver les chercheurs à venir voir nos données quand elles sont de qualité. Et à la fois, on doit aussi pousser les personnes qui sont chargées de l'informatisation et les motiver à renseigner un maximum d'informations, en fait, décrivant ces spécimens pour qu'ils soient ensuite éventuellement numérisés en 2D, en 3D, en stacking et autres. En termes de trajectoire et de challenge, si je résume un peu la pensée, au niveau de Recolnat, l'enjeu national premier, c'est effectivement d'essayer de structurer les communautés professionnelles en premier, humaines en second,
mais en tout cas les communautés professionnelles liées aux collections naturalistes. Effectivement, si on devait décrire les bouteilles d'eau qui sont sur la table ici devant nous, certainement, et pourtant on est tous a priori des spécialistes de l'histoire naturelle selon des angles, des techniques ou des avis ou des expertises particulières, on les décrirait certainement de nombreuses manières différentes. Dès lors qu'on va échanger de la donnée ou agréger des données, on a intérêt à ce que ça soit standardisé, donc c'est pas simple. Plus on a de données, mieux on est, et à la fois plus on a de données et plus il y a d'erreurs et de bruit dans la structure et la cohérence de nos données. Et puis au niveau international et notamment européen, l'infrastructure Recolnat est le point qui travaille, notamment avec mon équipe, à la construction d'une autre infrastructure européenne qui est pilotée aujourd'hui par les Pays-Bas et notamment par Naturalis, qui est le muséum national un petit peu des Pays-Bas. Et c'est pas du tout ça. Et je vais vous en parler juste après. Dans les challenges de l'infrastructure et dans ce qui nous occupe aujourd'hui au quotidien, c'est d'abord de moderniser nos outils, effectivement. Et ça, on est à l'avant-veille d'une communication en fait, sur de nouveaux outils qu'on développe notamment main dans la main avec la DINSI au sein du Muséum national et en prenant attache et écoute auprès de l'ensemble des collègues du réseau et d'accompagner aussi les humains, les professionnels à avoir des bonnes pratiques qui permettent effectivement d'augmenter la complétude et la qualité de nos données. Avec 10 millions de spécimens, on est bien, mais comme je vous disais, il y en a encore beaucoup à numériser, que ce soit ici au Muséum national ou dans les universités et muséums. Moi, je pense qu'il reste encore de nombreuses pépites, c'est-à-dire de nombreux corpus de collections qui sont absolument orphelins aujourd'hui, qui ne sont pas forcément d'ailleurs à Paris, ou dans les grandes universités, et en fait, sur lesquels en fait Recolnat doit agir comme effectivement ce trait d'union ou ce pont pour donner accès à ces pépites éventuellement mobilisables sur le territoire. Donc il faut qu'on augmente ce corpus de manière importante. Augmenter le corpus, ça veut dire effectivement mieux informatiser, mieux numériser et peut-être effectivement en gagnant de la vitesse ou en tout cas en normant un certain nombre de processus au niveau national. Montée en qualité de données, complétude référentielle, géolocalisation. Donc là, c'est tout un travail, je pense, qui va être aussi présenté et qu'on partage beaucoup avec nos collègues de la DINSI sur comment on peut lier des ressources entre elles. Et notamment, je pense qu'il y aura une présentation du Data Hub, on va être en plein dedans. Il y a également un gros pan des collections naturalistes. Quand on parle de collections naturalistes, on pense zoologie, botanique, c'est évident, paléontologie, là-dessus on reste dans l'évidence, mais également il y a tous nos collègues qui sont géologues, qui ont des échantillons géologiques. Aujourd'hui, ces échantillons géologiques sont gérés au sein du Muséum national, mais par contre, ils ne sont pas gérés au niveau du réseau des collections naturalistes nationales. Et donc, on discute notamment beaucoup avec le CNRS, ça fait 2 ans qu'on travaille à ça, à essayer de se mettre d'accord sur les standards de description de ces échantillons géologiques. On ne voulait pas partir, effectivement, on est prêt depuis 2 ans de notre point de vue, et les géologues qui sont dans le réseau me tannent pour qu'on avance. Et à la fois, pour moi, il faut absolument qu'on soit cet espace de concertation, ce lieu de concertation pour qu'on le fasse ensemble afin de ne pas avoir des modèles qui ne soient pas interopérables. C'est également interfacer les services et le portail de Recolnat avec d'autres services de l'infrastructure. Vous connaissez peut-être les Herbonautes qui sont un site de sciences participatives et qui permettent en fait d'accueillir de la transcription qui viennent des internautes, pardon, ou Annotate On qui est un outil en fait qui permet de faire de la morphométrie à partir des images photographiées dans Recolnat. Et puis évidemment, et c'est Pauline à qui je vais donner le micro qui va vous parler de ça, c'est d'essayer de voir comment on peut intégrer au moins une visionneuse et de faire des liaisons entre tout le corpus produit par École Plus et le portail actuel de Recolnat. Donc du coup, dans le projet École Plus, je l'ai dit hier, il y a un des objectifs, c'est de mettre à disposition les données qu'on numérise. Et donc, à partir donc, de la production, on a vu aussi la gestion des paquets par Franck hier. Le côté archivage, donc là, c'est ce qu'on garde, mais ce qui n'est pas vraiment donné à voir. Et puis, il y a tout un pan dont on n'a pas discuté hier, mais qui est aussi important, c'est la partie diffusion. Donc, comme l'a dit François,
vu qu'École Plus est la suite logique de e-Récolnat, mais en 3D, il paraissait évident qu'il fallait s'adosser sur le portail de Récolnat qui est déjà en place et qui répond à tout un tas de besoins pour accéder aux informations liées aux spécimens. Et donc, en fait, on s'est posé la question de comment mettre à disposition des objets numériques 3D qui peuvent être lourds, qui peuvent être difficiles à visualiser, mais qu'il est essentiel de pouvoir montrer lorsque on fait une recherche sur un spécimen qui a potentiellement déjà été numérisé. Ça a aussi été évoqué par Guillaume, le fait de savoir ce qui a déjà été fait pour ne pas le refaire, pour pouvoir y accéder. Et donc, comme la communauté qui utilise le plus ces données 3D est très habituée à Morphosource, qui est en fait un site qui a ses défauts, notamment dans la façon dont on peut rechercher les données et vraiment voir les spécimens. Le gros intérêt, c'est qu'il permet de visualiser ce qu'il y a à l'intérieur de ces données 3D. Et donc, en fait, on s'est dit que ce serait intéressant d'utiliser toute l'expertise et aussi la visibilité de Morphosource pour pouvoir mettre à disposition nos données. Donc on le fait de deux façons, enfin on prévoit de le faire de deux façons parce que c'est encore dans les perspectives. Déjà en utilisant la même visionneuse que celle de Morphosource, qui est une visionneuse qui s'appelle Aleph et qui est open science, open. Et donc on est en discussion avec les développeurs de Morphosource pour pouvoir adapter cette visionneuse à nos besoins spécifiques, mais qui sont très proches de ce qu'eux ont déjà mis en place. Et puis un deuxième point, c'est que en fait actuellement, énormément de données numérisées sont déjà sur Morphosource et je pense que c'est quelque chose qu'on peut difficilement empêcher de faire les chercheurs puisque, comme ça a été évoqué, on a souvent besoin pour publier d'avoir mis à disposition les données quelque part. Et donc, en fait, l'idée, c'est on est en train de discuter avec Morphosource pour reprendre la propriété de nos données. Donc, typiquement, on parle des données muséum pour l'instant, enfin MNHN, mais l'idée, c'est d'étendre ça à tout le réseau français pour que, en fait, les données qui sont actuellement hébergées, comme ça a été évoqué par Cécile ce matin, aux États-Unis, soient en fait hébergées en France à partir du programme École Plus, qui est en fait le but final, c'est quand même ça, et en fait de pouvoir quand même faire des liens avec ce qui est déjà sur Morphosource pour revenir sur le portail Récolnat. Et depuis Récolnat également faire un lien vers Morphosource pour qu'en fait on ait toujours cette communication entre les deux portails qui sont utilisés par des communautés différentes mais qui ont du coup une visibilité incontestable dans différents pays et dans différents contextes. Mais tout en gardant en fait la propriété sur nos données. L'intérêt pour Morphosource, ce serait aussi, comme ça a été évoqué tout à l'heure, d'avoir moins de choses à stocker. Donc, quelque part, ça les intéresse également de ne pas avoir à gérer les données françaises. Et donc, voilà, on va vers cet objectif-là qui, j'espère, aboutira pour que tout ce qui a déjà été mis en place sur Morphosource soit toujours visible, mais quand même avec toutes les problèmes juridiques qui ont été soulevés tout à l'heure soient en partie résolus. Pour moi, c'est bon. Je te redonne juste la parole sur... Du coup, on en a parlé un petit peu. Oui, je pense qu'il y a eu une inversion de diapo, en fait. C'est pour ça que l'Europe, tout à l'heure, il y a une diapo qui est passée très rapidement qui montrait en fait le portail de diffusion des données DISCO, qui est donc l'infrastructure européenne à laquelle nous participons et avec laquelle nous échangerions, dans un futur à définir, mais à l'échelle de quelques années, l'ensemble des informations effectivement françaises liées aux collections naturalistes françaises.
Du coup, cette diapo, c'était juste une diapo finale pour rappeler que ce qu'on voyait, c'était la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, notamment sur la numérisation des collections avec les différentes formes de numérisation dont on a parlé hier notamment, mais également tout simplement sur la description primaire, l'informatisation de ces objets qui sont estimés à 130 millions en France. Sachant qu'évidemment les muséums, les universités, les muséums territoriaux, le muséum national continuent à acquérir. Et donc de plus en plus, il va falloir rapprocher cette informatisation des campagnes de collecte notamment. Voilà, donc il y a des gros enjeux là-dessus. Et puis le deuxième enjeu important aussi, ça a été souligné ce matin déjà, mais effectivement c'est de tendre et d'aller vers cette notion de spécimen étendu. Donc entre guillemets, là aussi peut-être d'utiliser des DOI, en tout cas des identifiants uniques qui permettent de retisser des écosystèmes depuis le spécimen numérique en lien avec son spécimen physique et matériel évidemment, et d'avoir l'ensemble de l'écosystème des données disponible et associé à ce spécimen pour que les chercheurs et que nous puissions effectivement naviguer et véritablement valoriser ces collections. Merci à vous. Merci.